Vietnam, fin novembre. La situation militaire s'aggrave. 10 mois après le cessez-le-feu signé à Paris le 28 janvier, on en est à se demander aujourd'hui si la troisième guerre du Vietnam n'a pas déjà commencé. À Saigon, on craint une offensive générale pour la saison sèche. Le président du Sénat, Tran Van Lam, ancien ministre des Affaires étrangères, n'est pas optimiste. Depuis janvier, les communistes non-vietnamiens sont arrivés à reconstituer toutes leurs forces. Une force aussi importante que celle de 1972, quand ils ont commencé à faire la grande offensive. Alors, ils pensent qu'il est temps pour eux de d'utiliser la force pour occuper encore d'autres terrains qui se trouvent du côté de la République du Vietnam. Mais ils ont peur de la réaction, peut-être une réaction forte, ouverte du monde libre, en disant pour nous, avec nos alliés, etc. Alors, il apparaît très clairement qu'ils veulent faire un sondage, pas en attaquant des postes isolés. C'est le cas de Les Mines, le cas de Phu ou le cas d'un certain village du côté de Tay Ninh, au nord de Saigon. Ils essaient de sonder, ils veulent sonder et voir quelle sera notre réaction. Et alors, s'il n'y a pas de réaction, ou tout au moins la réaction est faible? Exactement, s'il n'y a pas de réaction, ou s'il y a une réaction trop faible, alors ils vont certainement faire la grande offensive pendant la saison sèche. Pour le moment, les combats se déroulent surtout sur les hauts plateaux, dans la province de Quang Duc, à 300 km au nord-est de Saigon. C'est tout près de la frontière cambodgienne et de la piste Ho Chi Minh. Ce ne sont plus de simples accrochages. L'ennemi dispose de chars et de canons de 130 mm qui appuient une division entière. En général, est-ce que vous pensez que dans votre secteur, on assiste à une véritable offensive communiste? Les actions actuelles de l'ennemi nous font penser à une offensive générale qui pourrait survenir dans un très proche avenir. Car les communistes ont augmenté leurs forces, leurs effectifs et leurs moyens beaucoup plus qu'avant l'offensive de l'été 1972. Alors, en fonction de tous ces éléments, en général, est-ce que vous estimez que la troisième guerre d'Indochine a véritablement commencé? À mon avis, s'il n'y a pas d'événement politique, ça pourrait éclater une troisième guerre en Indochine. Quelques jours plus tard, le général Toan est rappelé à Saigon. Son armée a perdu du terrain. Le président Thieu ordonne la contre-offensive. Saigon lance des armes lourdes dans la bataille. Des canons de 155 mm américains, plus lourds et donc moins mobiles que l'artillerie de fabrication soviétique en face. De la base de Gianya jusqu'aux avant-postes, la route est encombrée. Par temps de pluie, tout passe par les routes. Les hélicoptères qui repèrent les positions ennemies et renseignent l'artillerie survolent impunément le front. Pour l'instant, les Nord-Vietnamiens ne semblent pas disposer de DCA.
Les Sud-Vietnamiens ont appris à faire la guerre à l'école américaine. Ils ne lésinent pas sur les moyens. Les hélicoptères de fabrication américaine sont munis de fusées air-sol. Sur les hauts plateaux, l'hélicoptère sert à la fois d'arme offensive et défensive. Il attaque les positions ennemies et il protège les troupes au sol. Les chars déployés le long du front ne pourront rentrer en action qu'au début de la saison sèche. Formidable panoplie d'armes modernes, complétée par le minigun, mitrailleuse lourde à 6 canons, capable de tirer 4000 balles la minute. Les gouvernementaux semblaient contenir la poussée communiste quand brusquement, la semaine dernière, la bataille arrive aux portes de Saigon. Lundi 3 décembre, Nha Be, à 10 km de Saigon, le Viet Cong lance une attaque au mortier contre le plus grand réservoir d'essence du pays. En quelques heures, plusieurs millions de litres de pétrole sont détruits. Le lendemain, le gouvernement de Saigon impose un rationnement très strict. 10 litres par voiture, 4 par moto. On pense à Saigon que l'ennemi entend ainsi aggraver la situation sociale et économique pour affaiblir le gouvernement avant de lancer une grande offensive dans quelques semaines. Autre moyen de pression, le riz. Depuis le cessez-le-feu, la tactique ennemie a changé. Du temps des Américains, le Viet Cong s'emparait de force de la récolte de riz. Aujourd'hui, il s'en empare encore, mais légalement, en l'achetant directement aux producteurs à un prix très élevé. Résultat, le riz est hors de prix à Saigon. Et comme c'est l'aliment de base, tout augmente en même temps. On ne chiffre plus le taux d'inflation, on ne compte plus le nombre de dévaluations depuis un an. Depuis un an à peu près, le Vietnam a subi 7, si ce n'est 8 dévaluations. Il est impossible pour une économie nationale que cela puisse continuer. C'est exact. Mais il est préférable d'avoir cette dévaluation pour pouvoir aider un peu l'exportation. Et grâce à cette évaluation, le volume d'exportation, qui est encore très minime par rapport à ce que nous importons, a beaucoup augmenté depuis le début de l'année, au moins 5 fois.
Mais pour le Sud-Vietnamien moyen, l'exportation n'a évidemment pas d'importance. C'est la valeur de son argent qui compte. Pour rétablir cette situation économique, Saigon ne peut plus compter, comme avant, sur l'aide des Américains. Nous comptons beaucoup sur l'aide américaine et l'aide aussi donnée par les autres pays du monde libre. Mais nous savons tous que l'administration Nixon a beaucoup de problèmes internes et beaucoup de difficultés avec le Congrès. Et c'est pour cette raison que cette aide n'est pas venue en temps utile. Pour l'instant, la population civile des grandes villes se soucie peu des incidents militaires. Les prix augmentent, le riz se fait rare, le pétrole aussi, mais dans les marchés, fruits, légumes, poissons, viandes ne font pas défaut. Dans les rues de Saigon, on ne s'attend pas à une troisième guerre. Mais depuis quelques semaines, les investissements étrangers au Sud-Vietnam se sont pratiquement arrêtés. Les milieux d'affaires sont inquiets.